tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui avec nous. Donc, je vais vous demander de vous installer pour qu'on puisse... On a un petit peu de retard, désolé. Donc, pour qu'on puisse commencer les discours d'introduction notamment. Donc, si vous pouvez prendre place. Et je vais inviter du coup le directeur de la délégation départementale Morbihan de l'ARS Bretagne à venir prendre la parole. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous, très majoritairement bonjour à toutes. Je veux commencer par remercier les organisateurs de cette journée, et tout particulièrement donc, Madame Métayer d'Intimagir et mes collègues de l'Agence régionale de santé, Angélique Raton-Cuneau et Cathy Bréal pour cette journée. Et puis vous remercier aussi d'être aussi nombreuses, aussi nombreux pour participer à cette journée. Merci beaucoup de votre présence à cette journée départementale sur la vie affective et les personnes en situation de vulnérabilité. Selon les chiffres les plus récents de la Direction de recherche des études et de l'évaluation et des statistiques du ministère de la Santé, 6,8 millions de personnes de plus de 15 ans ou plus vivant à leur domicile déclaraient en 2021 avoir au moins une limitation sévère dans une fonction physique, sensorielle ou cognitive. 3,4 millions disaient être fortement restreintes dans des activités habituelles en raison d'un problème de santé. Plus de 140 000 personnes de 16 ans ou plus sont hébergées en établissements spécialisés pour la prise en charge d'une situation de handicap. Une étude récente réalisée par l'IFOP permet de lever le voile sur un phénomène particulièrement grave, celui de la surexposition des personnes handicapées, en particulier les femmes, aux violences physiques et sexuelles. D'après cette étude qui a interrogé environ 4 000 adultes, dont la moitié en situation de handicap, près d'une femme en situation de handicap sur 4 indique avoir subi des violences conjugales. Ce chiffre est nettement supérieur à celui mesuré auprès de l'ensemble des femmes, qui se situe à 15%. On est sur un chiffre de 23% pour les personnes en situation de handicap. 13% des hommes en situation de handicap sont touchés, contre 4% pour l'ensemble des hommes. En ce qui concerne les violences sexuelles, 16% des femmes en situation de handicap indiquent avoir été violées, soit une proportion substantiellement plus élevée que celle mesurée chez l'ensemble des femmes dans la population, qui se situe à 9%. Les résultats de cette enquête montrent également que les femmes en situation de handicap doivent faire face à des difficultés cumulatives et que la vulnérabilité physique et psychologique pousse très souvent les agresseurs à passer à l'acte. Les femmes en situation de handicap sont ainsi 2 fois plus nombreuses à avoir subi des violences sexuelles. Selon l'Association francophone des femmes autistes, en 2019, 90% des femmes autistes ont subi une forme ou une autre de violence sexuelle au cours de leur vie. Par ailleurs, une étude menée en 2021 par l'Observatoire régional des violences faites aux femmes en région Aquitaine montre que la parole des femmes en situation de handicap est très souvent niée. Ainsi, les femmes en situation de handicap psychique ou mental déclarent 2 fois plus que les autres femmes en situation de handicap ne pas être comprises, et surtout 3 fois plus essuient des refus de plainte ou d'écoute de la part de leur entourage, que ce soit un entourage institutionnel ou un entourage familial ou amical. Plus de la moitié des victimes déclarent ne jamais en avoir parlé. Notons également qu'elles sont davantage victimes de violences gynécologiques et obstétricales. Les professionnels du médico-social et les professionnels du secteur de la santé ont un rôle déterminant à jouer dans le repérage, l'accompagnement, le diagnostic, le traitement et le suivi des violences et des psychotraumatismes chez les personnes en situation de handicap. La mise en place d'un dépistage systématique est en effet essentielle. Le repérage d'un psychotrauma n'est cependant pas évident et le professionnel se trouve fréquemment confronté à un risque, celui de confondre les signes d'un psychotraumatisme avec les symptômes du handicap.
C'est particulièrement vrai avec l'autisme, qui partage avec les psychotraumatismes des symptômes comme les troubles de la régulation des émotions, ainsi qu'une hypersensibilité sensorielle. Je veux à ce stade rappeler tout l'intérêt des centres régionaux du psychotraumatisme. Ce sont des dispositifs de prise en charge des personnes présentant des psychotraumas. Les médecins libéraux peuvent s'appuyer sur leur expertise pour accueillir, orienter et traiter les patients qui sont dépistés. Ils proposent également des formations sur la prise en charge des psychotraumas et disposent d'un réseau de professionnels de santé, d'associations de patients et de services sociaux spécialisés. Les centres Intim'Agir, créés suite au Grenelle des violences conjugales en 2019, avec le soutien des agences régionales de santé, informent quant à eux les personnes en situation de handicap et les professionnels de santé sur les thématiques de la vie intime, affective et sexuelle, sur la parentalité et sur les violences sexistes et sexuelles. Ces centres de ressources disposent également d'une base de données des professionnels de santé formés au handicap et peuvent ainsi orienter les patients et les professionnels. Le site d'information Mon Parcours Handicap, créé pour les personnes en situation de handicap et leurs familles, est également une plateforme riche et actualisée, fréquemment consultée par les professionnels de santé. Enfin, pour accompagner les professionnels de santé dans le diagnostic, la prise en charge et le suivi des personnes, le site internet handyconnect.fr a également mis à disposition des fiches conseils. En parallèle de ce besoin d'amélioration du repérage et de la prise en charge des violences, il convient également d'insister sur l'importance du développement de la promotion d'une vie affective et sexuelle épanouie pour les personnes en situation de handicap. Ceci constitue également un moyen de prévention et de protection des violences sexuelles, notamment au sein des établissements médico-sociaux. Dans ces établissements et services, on constate globalement que la vie affective et sexuelle est une thématique traitée de façon très différenciée d'une structure à l'autre. Cela peut varier notamment selon le contexte institutionnel, qui est lié aux conditions d'hébergement, aux missions prioritaires de la structure, à la présence ou non de psychologues, d'infirmiers, de professionnels aguerris à ces sujets. La vie affective et sexuelle est encore aujourd'hui, parfois dans certains établissements, un sujet tabou pour certains professionnels ou institutions. Et lorsque la sexualité est abordée, elle est parfois sous l'angle plutôt des risques. J'en appelle aujourd'hui à poursuivre collectivement l'évolution engagée sur ces questions et ces sujets. Et je pense que des journées comme celle d'aujourd'hui vont y contribuer, vont fortement y contribuer. Et vraiment, je voudrais encore vous remercier pour votre forte mobilisation, mais aussi pour votre action au quotidien, pour les professionnels qui sont présents dans la salle et qui accompagnent ces publics vulnérables. Je vous remercie de votre attention et je vais laisser la parole à la représentante de la DETS. Bonjour à toutes et à tous. Pendant que vous vous installez, je vais vous dire quelques mots. Donc, je suis Maëlle Stéphane, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, je représente la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Vous le savez, les violences sont multiples et polymorphes. On parle de cyberharcèlement, de violences sexuelles, psychologiques, de mariage forcé, de prostitution, de soumission chimique. Mais on sait que la part des victimes et des femmes notamment qui dénoncent ces faits est encore assez faible. Donc, je vais vous donner quelques chiffres en complément du directeur de l'unité départementale de l'ARS. Plus global sur les violences sexuelles et sexistes en France et dans le Morbihan. Pour l'année 2023, les services de sécurité ont enregistré 271 000 victimes de violences commises par leurs partenaires ou ex-partenaires, c'est-à-dire une augmentation de 10% par rapport à 2022. Les 2/3 des violences conjugales consistent en des violences physiques, à 64%.
mais elles sont à 31% des violences verbales ou psychologiques et 4% sont des violences sexuelles, toujours dans ce qui a été enregistré par les services de sécurité. La grande majorité des victimes sont des femmes, à 85%, et les mises en cause sont le plus souvent des hommes, à 86%. On recense 14% des victimes qui ont porté plainte auprès des services de sécurité pour les faits qu'elles ont subis en 2022. Mais on peut préciser que depuis notamment le Grenelle de lutte contre les violences conjugales, le mouvement MeToo notamment, il y a une certaine libération de la parole et notamment un contexte qui permet de mieux prendre en charge cette parole, de mieux accueillir les personnes. Et donc on note quand même que le nombre de victimes enregistrées a doublé depuis 2016, ce qui est aussi bon signe puisque les personnes s'expriment davantage. L'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple indique que 119 victimes recensées en 2023 sont décédées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, dont 96 femmes, et 9 enfants malheureusement sont également décédés dans le cadre de ces violences. On note qu'en moyenne, un décès est enregistré tous les 3 jours. Dans le Morbihan maintenant, en 2024, on recense 3160 victimes de violences intrafamiliales. Donc c'est une augmentation, ça représente une augmentation de 672 victimes par rapport à 2023. Et dans le cadre de ces violences intrafamiliales, on a 63% de violences conjugales. Donc sur l'ensemble des vifs, de ce qu'on appelle les vifs, les violences intrafamiliales, les violences conjugales restent assez stables d'environ 62%. Mais la majorité sont des femmes, à hauteur de 84%, la majorité des victimes. Et donc on constate une augmentation de 25% des violences conjugales, dans le contexte également que je vous indiquais avant, où on l'espère, les personnes parlent davantage et sont mieux prises en charge. Notamment, donc face à ces violences en augmentation que l'on peut constater, qui sont aussi illustrées par les grands procès qu'on a pu suivre dernièrement et plus récemment ici à Vannes. Pour lutter contre ce fléau, donc, le gouvernement a mis en place un plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes, toutes et tous égaux, qui comporte 4 axes: les violences sexuelles et sexistes, la santé des femmes, l'égalité professionnelle et la culture de l'égalité. Les mesures prises dans le cadre du Grenelle de lutte contre les violences conjugales dans le Morbihan, donc se sont donc déclinés dans le cadre d'un schéma départemental de prévention et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et on a pu noter une avancée depuis ces 5 ans, avec de nombreux dispositifs qui sont mis en place, notamment l'ouverture d'un lieu d'accueil, d'écoute et d'orientation des victimes à Lorient, qui s'appelle l'Écoutille, et qui est tout un dispositif coordonné avec un certain nombre de référents dans l'agglomération de Lorient et de Bellevue-Blavet-Océan. Mais aussi un nouveau moment pour elle ici à Vannes, donc géré par le CIDFF, qui a emménagé dans des nouveaux locaux. Le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. La mise en circulation d'un van itinérant donc pour développer l'aller vers les victimes, donc dans l'est du département, un bus jaune qui s'appelle En voiture Nina et Simone. La création d'une équipe pluridisciplinaire dans le pays COB, donc le Centre-Ouest Bretagne à Gourin, qui permet donc à une équipe pluridisciplinaire d'aller à la rencontre aussi des victimes de violences sur les 3 départements. La pérennisation de 4 postes d'intervenantes sociales en commissariat et gendarmerie, donc répartis dans le département également. Mais une des priorités aussi était l'ouverture de places d'hébergement spécifiques pour les victimes de violences. Donc on est dans le Morbihan à 87 places dédiées qui sont gérées par l'AMICEP et la Sauvegarde 56. Du côté des hôpitaux et de la prise en charge sanitaire des victimes, il y a un nouveau système donc, qui s'est mis en place de coordination avec une coordinatrice qui a été recrutée donc, pour travailler en lien avec les 3 hôpitaux du département pour former les professionnels et puis harmoniser les pratiques.
Il y a également, du côté des auteurs de violences, un centre de prise en charge des auteurs de violences qui s'est mis en place, qui n'est pas un centre entre quatre murs, mais qui est un service diffus qui est géré par la Sauvegarde 56. Et tout dernièrement, nous avons lancé donc un nouveau dispositif qui s'appelle Rebondir à Auray et qui est un poste de travailleur social qui va au domicile des personnes dont le conjoint a été évincé du domicile, pour leur permettre donc de les accompagner dans leur démarche et dans leur reconstruction. Donc tous les acteurs locaux ont signé ce schéma départemental, dont l'ARS, et je remercie encore l'ARS et l'association Intimagir pour l'organisation de cet événement, et je vous remercie également pour votre présence et tous les partenaires qui œuvrent au quotidien sur ces questions. Je voulais donner un exemple, donc ce qui se fait dans le cadre de ce schéma départemental, avec quelques fiches actions, donc une qui est portée par l'ARS et le planning familial, et qui consiste à proposer des sessions de sensibilisation du public pour favoriser la libération de la parole et former les professionnels au repérage des victimes de violences. Donc le dernier bilan mentionne que le planning familial mène principalement des groupes de parole dans les foyers de vie et crée un réseau partenarial qui permet de faire connaître le planning familial comme lieu d'accueil sur la vie affective et sexuelle pour les personnes en situation de handicap. 32 actions ont été menées en 2024, 16 actions avec un public en situation de handicap psychique ou intellectuel, et 9 actions avec un public de déficients auditifs, 19 actions en milieu rural. Donc, le planning familial rencontre plus d'hommes, 138, que de femmes, 72, lors des groupes de parole du programme Handicap et alors. Et dans ces groupes de parole qui comportent au moins 8 séances, la vie affective et sexuelle y est principalement abordée, dans l'idée que tout le monde doit pouvoir bénéficier de ce droit. La relation à l'autre, l'intimité, le consentement, les limites de chacun, chacune. Et lors des accueils individuels, autant d'hommes que de femmes sont reçus. Une autre fiche action est celle portée par l'ARS et le Centre régional d'études et d'action sur les inadaptations et le handicap, le CREAI Bretagne, afin de promouvoir la santé affective, relationnelle et sexuelle auprès des résidents et des résidentes, de l'entourage familial et des professionnels. Et donc l'ARS, en 2024, en lien avec le CREAI, a pu former 32 établissements, enfants et adultes, sur le département. Je vous remercie et puis je vous souhaite une très belle journée de travail ensemble. Bonjour à tous. Merci de cette organisation aujourd'hui. Je voudrais commencer par remercier, comme ça a été fait précédemment, donc Intimagir. Je vous remercie d'avoir fait le choix du Morbihan pour ce rassemblement et également le choix de Vannes. On est ravis de vous accueillir et vous dire également qu'il y a dans la salle aujourd'hui présente, il y a l'adjointe au maire, il y a une conseillère départementale, Madame Penouette, qui suit de très près ces sujets-là. Donc on est mobilisés. C'est un sujet qui est assez transversal et qui mobilise l'ensemble des sensibilités politiques. Aujourd'hui, donc, Audrey Sola, je me présente. Je représente le sénateur Simon Uzenat, qui devait être présent avec vous aujourd'hui, mais qui s'excuse parce qu'il est retenu exceptionnellement à Paris. Mais il tenait néanmoins à ce qu'on puisse, en tout cas, dire un mot et vous dire à quel point vous êtes précieux pour notre société et pour les enjeux qui ont été très bien évoqués là en France, en Morbihan, en Bretagne évidemment, et remercier donc chacun d'entre vous, les professionnels, les bénévoles, les aidants, parce que tout ça aussi se fait avec des bénévoles. Il n'y a pas uniquement des personnes qui sont rémunérées. On sait qu'on a besoin de toutes ces forces vives là. Et en deux mots, simplement vous dire qu'en tout cas depuis 2023 et l'élection du sénateur, c'est des sujets sur lesquels il est pleinement mobilisé. Vous avez dû suivre peut-être de près ou de loin, mais en tout cas au moment du budget du projet de loi de financement de la sécurité sociale, du projet de loi de finances, il y a eu des batailles et donc le sénateur en tout cas à chaque fois a agi pour accorder des moyens, évidemment dans un contexte difficile aujourd'hui pour les collectivités locales, difficile pour le budget de l'État, mais on sait que l'action que vous menez, elle ne se mesure pas toujours en termes monétaires parce que demain, les conséquences et les dégâts qui peuvent se produire, il n'y a pas toujours une visibilité monétaire et donc on considère qu'en termes de prévention, ce qui a été dit, d'accompagnement, les actions qui sont déployées, d'accès aux droits, c'est-à-dire réel, pour que les personnes
réussissent à obtenir des droits auxquels ils peuvent prétendre. Je pense notamment à une partie Centre-Bretagne où, avec la mobilité, avec les déplacements, on a parfois des pertes de chance, comme on dit de temps en temps, c'est-à-dire vous n'avez pas les mêmes accès aux droits alors que vous pouvez y prétendre. Et c'est peut-être parfois plus facile quand on est dans des zones plus littorales, que ce soit pour l'hébergement. C'est évoqué tout à l'heure, les situations d'urgence. Donc tous ces enjeux-là, on sait que vous êtes présents là-dessus et que vous avez besoin, en tout cas, je ne vais pas avoir un discours très technique, mais c'était surtout vous dire que vous pouvez compter sur des élus qui vont être au rendez-vous, en tout cas aujourd'hui, qui vont emmagasiner un maximum d'informations sur les problématiques très concrètes que vous vivez. Et l'idée derrière, c'est qu'on puisse aider, accompagner et soutenir de la meilleure des manières et mettre ce sujet-là, en tout cas, dans les priorités des mois à venir et des années qui vont suivre pour que à terme, voilà, on réduise les inégalités, on réduise les violences et on intervienne aussi en amont parce que c'est là le plus important. Je ne serai pas plus long et je veux simplement vous remercier à chacune et chacun d'entre vous et vous souhaiter une bonne journée de travail. Merci. Bonjour, je vous promets c'est le dernier discours. Donc bonjour à toutes et à tous. Moi je suis très très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour cette journée départementale qui est dédiée aux personnes vulnérables et à toutes les personnes qui les accompagnent. C'est vraiment une journée qui est le fruit d'échanges et d'un partenariat très riche. Je ne vais pas tous les citer, mais aux côtés de l'ARS Bretagne, on a vraiment travaillé avec beaucoup d'acteurs, du judiciaire, de l'associatif, de l'institutionnel également. On a souhaité rassembler aujourd'hui toutes les personnes, toutes celles et ceux qui souhaitent s'informer et partager leur expérience. Donc vraiment réfléchir ensemble autour de thématiques essentielles qui sont la lutte contre les violences, la parentalité, l'autonomie, la vie affective et sexuelle. Au programme, il y aura donc des tables rondes qui vont avoir lieu ce matin, mais aussi des ateliers thématiques cet après-midi et de nombreux stands d'information. Donc vous pourrez les parcourir librement cet après-midi. Avant de laisser toute la place aux échanges et aux tables rondes, je voulais quand même vous dire quelques mots sur Intim'Agir Bretagne, dont je représente le dispositif aujourd'hui. Intim'Agir Bretagne, c'est un centre ressources régional qui est soutenu par l'ARS Bretagne et qui est porté par l'association régionale Breizh Handicap. Le but de notre structure, c'est d'aborder les questions de vie intime, affective et sexuelle, de parentalité et de violence, et vraiment en informant et en orientant les personnes. Pour atteindre ce but, on a conçu un site internet qui se veut accessible, clair et évolutif. Donc je vais prendre juste 2 petites minutes pour vous montrer le site, parce que c'est vraiment un outil important et qui vous est dédié. Donc voilà, sur le site internet, je ne vais pas vous présenter tous les items, ça serait beaucoup trop long, mais je vous invite vraiment après cette journée à aller le parcourir. Sur la page d'accueil, bien sûr, vous allez retrouver alors déjà une vidéo qu'on a créée pour présenter Intim'Agir Bretagne, ses missions. C'est une vidéo qui a été travaillée avec des personnes en situation de handicap pour qu'elle soit accessible au niveau du discours et qui est traduite en langue des signes également. Sur cette page-là, vous allez retrouver en fait des raccourcis vers les items qui sont présents sur notre site. On a fait des pages par thématique, donc une sur la vie affective et sexuelle, sur la parentalité et une sur la lutte contre les violences. Vous retrouverez également toujours sur notre site des actualités et également des agendas, et donc vraiment situés plutôt sur la région Bretagne, sauf évidemment pour certains événements qui sont à distance comme des webinaires. Donc moi, je veux juste vous montrer quelques items en particulier, notamment l'annuaire. C'est un de nos outils principaux et qui est un outil évolutif. En fait, dessus, vous allez trouver des structures et des professionnels libéraux qui sont engagés dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap et qui ont fait la démarche de s'inscrire sur l'annuaire. Et du coup, vous pouvez filtrer vos recherches par rapport à la localisation, mais surtout par rapport aux missions. Donc si vous cherchez plutôt un accompagnement, un suivi gynécologique, si c'est plutôt de l'aide juridique, donc vous pouvez filtrer et trouver des acteurs qui sont donc engagés auprès de ce public. C'est un annuaire qui évolue dans le temps, puisque comme je vous le disais, nous, on n'inscrit pas directement les personnes, on les invite à s'inscrire. Donc, il y a tout un lien et de l'interconnaissance à faire en amont. L'autre outil que je voulais vous montrer, je ne peux pas tout vous montrer aujourd'hui, mais qui est aussi évolutif, c'est notre espace ressources. Puisqu'en fait, c'est un espace qu'on va venir alimenter au fur et à mesure. Et ce sont des ressources pour tout le monde, pour les personnes directement concernées, mais pour les aidants, aussi pour les professionnels.
Et je vous invite, parce que forcément il y en a de plus en plus au fur et à mesure, à utiliser les filtres. Vous pouvez vraiment trouver des ressources quand on est professionnel, notamment des formations, des outils pédagogiques, mais vous pouvez trouver des podcasts, des vidéos. Donc utilisez-le. Et surtout au niveau de l'accessibilité également, on avait un filtre qui était important pour nous, pour trouver parfois des documents qui vont être vraiment accessibles et répondre aux besoins des personnes. La dernière rubrique que je vais vous montrer, et après on va passer aux tables rondes, c'est la partie de la rubrique « Racontez-nous ». C'est vraiment une rubrique importante pour nous, parce que l'idée c'est de s'enrichir les uns les autres avec des témoignages de vie, mais également des questions fréquentes qu'on nous pose régulièrement et pour lesquelles nous on va apporter une réponse construite pour que ça puisse partager à toutes et à tous. Voilà, donc après, vous retrouvez dans le menu les différents items que je vous ai dit, je ne vais pas aller plus loin, les actualités, les événements, et également nos newsletters, si vous souhaitez, elles sont toutes sur cette page-là, on en fait de temps en temps, tous les 3 mois à peu près, n'hésitez pas à les consulter. Donc, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très très belle journée d'échange et de partage, et puis on va démarrer avec la toute première table ronde sur les violences. Merci beaucoup.